Aujourd'hui, on va faire quelque chose que nous proposons de façon très habituelle, hein, très régulière en tout cas, c'est le point sur l'actualité des réglementations dans le domaine des équipements de protection individuelle, qu'ils soient utilisés en milieu professionnel, mais aussi dans le domaine du sport et loisirs, du bricolage, du jardinage. Voilà, c'est vraiment le pays au sens large. C'est Carole Garbowski que vous retrouvez sur ce point, qui est notre experte en la matière, qui vous guidera à travers les évolutions et des évolutions qui sont teintées plutôt de vert hein, maintenant. On est pas mal, alors c'est pas dans le greenwashing, mais teinté de vert et d'impact environnemental quand même. Donc c'est important d'avoir ça en tête. Les questions, nous y répondrons pardon, à la fin. Mais n'hésitez pas à les noter dans le chat voilà, tout au long de l'intervention. Ça nous permettra de faire le point à la fin de l'intervention. Et puis, je vais te passer la parole, Carole. Merci Nadège. Bon, du coup, je te laisse faire rentrer les gens qui sont dans la salle d'attente au fur et à mesure. Très bien, merci. Bonjour à tous. Alors, oui, ça fait déjà une année où j'avais fait ce petit rendez-vous IFTH. C'est l'occasion de faire un point, un bilan sur tout ce qui se passe au niveau de la réglementation, mais également au niveau de la normalisation, plus spécifiquement dans le domaine des vêtements et des gants de protection. Alors, hop. Alors, pour démarrer, bon, rapidement, je rappelle ce que c'est qu'un EPI, un équipement de protection individuelle. C'est un équipement qui est porté par un utilisateur pour le protéger contre un risque pouvant menacer sa santé et sa sécurité. À IFTH, nous sommes compétents pour évaluer, certifier vos vêtements, vos gants de protection, également des composants interchangeables comme des mousses de protection genoux, que ce soit pour des usages professionnels et certains usages privés. Aujourd'hui, le texte de loi socle, c'est bien le règlement européen 2016-425 qui s'applique avant tout pour qualifier vos EPI bien avant les normes. Je sais que les industriels aiment bien utiliser les normes, ils ont raison parce que ce sont des outils, mais il faut savoir que les normes ne sont pas obligatoires. Ce sont des outils pour tester, comparer vos matériaux, vos produits. Mais avant tout, vous devez appliquer le règlement 2016-425 et plus particulièrement aussi, plus généralement, pardon, les règlements qui pourraient s'appliquer à vos produits. On le verra, par exemple pour l'innocuité, le règlement REACH s'applique également à vos EPI. Quand on parle de normes, on utilise aussi un vocabulaire, à savoir les normes européennes harmonisées qui sont publiées au journal officiel de l'Union européenne. Je vais vous en parler. Et donc, j'ai mis sur mon slide ne pas confondre normes disponibles auprès de l'AFNOR, l'AFNOR qui aujourd'hui est l'organisme français qui vend auprès duquel vous pouvez vous procurer les normes, et les normes harmonisées publiées au journal officiel. Alors, Ouais. lorsqu'un produit est fabriqué conformément à une norme harmonisée, il est présumé conforme aux exigences essentielles du règlement. En fait, du coup, cette norme harmonisée, c'est un outil qui facilite la démarche d'évaluation de vos EPI. C'est pourquoi, en fait, on va dire, vous les utilisez tous. Ces normes harmonisées vous ouvrent les marchés, elles rendent vos produits compatibles entre eux, comparables. Et lorsqu'une norme est adoptée par le CEN, qui est en charge d'élaborer ces normes européennes, et lorsqu'elle a été validée par un consultant, elle est publiée au journal officiel de l'Union européenne, ce qu'on appelle le JOUE. À partir de cette date, les fabricants peuvent utiliser cette norme pour démontrer la conformité de leurs produits. Ils savent que cette norme leur apporte présomption de conformité aux exigences essentielles du règlement EPI. Alors, ce journal officiel, il est en libre accès, il est disponible et consultable sur le site de la Commission européenne, Europa. Là, je vous ai mis une petite copie d'écran de la dernière publication qui date de décembre 2023. La prochaine publication est attendue pour cet été. Donc voilà, incessamment sous peu, nous devrions avoir la nouvelle publication avec la liste mise à jour des normes EPI, des normes harmonisées EPI qui apportent présomption de conformité.
Deuxième point réglementaire que je voulais aborder avec vous, il concerne les EPI de catégorie 3. Et plus particulièrement le contrôle de production, le contrôle annuel de la production que l'on nomme module C2. Alors les EPI de catégorie 3, je vous rappelle que dans le règlement EPI, le règlement EPI définit 3 catégories de risques, et donc 3, si vous voulez, 3 procédures de certification. La catégorie 3 concerne les EPI qui couvrent des risques mortels ou des risques irréversibles, par exemple la perte de la vision, perte de l'ouïe. Et donc, ces EPI nécessitent des contrôles de la production. Alors, concernant donc le module C2, vous avez le choix, au niveau des fabricants, vous avez le choix entre le module C2 ou le module D. Donc, concernant le module C2, une petite nouveauté. Depuis avril 2024, un courrier est disponible sur le site Internet de la Commission européenne, le site Internet Europa. Ce courrier précise que la mise sur le marché de l'EPI de catégorie 3 ne peut avoir lieu qu'après la réalisation du premier module C2. Alors, c'est important parce que jusqu'à présent, ce n'était pas le cas. Vous receviez votre attestation, vous pouviez mettre vos EPI sur le marché et vous deviez engager derrière votre contrôle module C2. Là, la Commission européenne insiste bien sur le fait que maintenant, vous avez obligation de valider le module C2 avant toute première mise sur le marché de votre pays. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas sortir du stock votre pays dès lors que vous n'êtes pas en possession de votre attestation module C2. Donc aujourd'hui, la seule attestation d'examen UE de type, donc module B, n'est pas suffisante pour vous couvrir, n'est pas suffisante pour apposer le marquage CE d'un EPI de catégorie 3. Si vous avez choisi l'option module C2, vous devez absolument être en possession de ces 2 documents, module B et module C2, valides conjointement pour pouvoir sortir de votre stock vos EPI. Donc c'est important quand même de vous le signaler pour la procédure, pour plus de renseignements. Je vous invite à vous rapprocher près de votre organisme notifié qui réalise le module C2. Troisième point, réglementaire important, je voulais aborder avec vous, c'est concernant le contrôle de l'innocuité. L'innocuité, c'est l'absence en fait de substances qui peuvent être néfastes pour l'utilisateur, le porteur. Donc, je rappelle que les EPI, les composants de l'EPI, ne doivent pas libérer de substances toxiques, cancérogènes, mutagènes, allergisantes, toxiques pour la reproduction ou nocives d'une autre manière. Donc ça, c'est les grandes lignes. C'est un petit peu j'ai un peu repris ce qui était l'esprit du règlement EPI. Donc, concrètement, pour le metteur sur le marché, vous devez appliquer j'ai volontairement mis en rouge, les règlements REACH, POP et biocides si applicable. Vous devez également connaître les éventuels SVHC présentes dans vos vêtements ou vos gants. Alors, les SVHC, si vous ne savez pas ce que c'est, donc, ce sont des substances extrêmement préoccupantes. Ces substances sont listées dans une liste qu'on appelle la liste des substances extrêmement préoccupantes candidates en vue d'une restriction, d'une autorisation. Aujourd'hui, cette liste est composée de 241 substances. Cette liste évolue environ 2 fois par an. Ces substances, elles sont hautement préoccupantes. Elles ne sont pas interdites. Donc, potentiellement, vous pouvez en avoir dans vos EPI. Sauf que, on a tendance à oublier que vous devez le savoir. Vous devez savoir si vos EPI comportent des SVHC, des substances extrêmement préoccupantes. On a tendance à l'oublier et on va le voir par la suite sur les diapositives suivantes. C'est très important de connaître ces substances hautement préoccupantes. D'une part, par rapport au marché français et la loi AGEC, je vais vous en parler, et d'autre part, pour anticiper derrière également le recyclage de vos EPI. Puisqu'aujourd'hui, on parle de plus en plus de recyclage, ces substances hautement préoccupantes sont potentiellement dangereuses. Et aujourd'hui, elles sont encore tolérées, mais peut-être que d'ici 3, 4 ans, elles seront interdites. Il est donc important de savoir si les EPI que vous avez mis sur le marché aujourd'hui
ne contiennent pas une substance qui sera potentiellement interdite d'ici 3-4 ans et donc pourra perturber le recyclage de votre EPI. Aujourd'hui, sachez qu'il existe un outil pour contrôler l'innocuité de vos EPI, à savoir la labellisation Ecotex Standard 100, IFTH et le laboratoire français pouvant délivrer le label Ecotex Standard 100. Ce label garantit que votre produit ou votre tissu, votre accessoire a été soumis à des tests, il a réussi, il les a passés avec succès. Il a passé avec succès des vérifications concernant la présence de substances nocives. Et donc, toutes les substances pertinentes pour le textile figurant dans la liste candidate des SVHC de REACH sont couvertes par le label Ecotex Standard 100. Je profite de cette petite intervention pour vous rappeler que le logo officiel de Cotex, bien le logo qui figure sur mon diaporama, n'est pas l'ancien logo que j'ai barré. Je l'ai volontairement mis puisque il n'y a pas très longtemps, j'ai encore découvert ce logo sur un site internet. Donc soyez très vigilants sur l'utilisation du logo Ecotex. Contrôle de l'innocuité. Je fais une petite parenthèse, cas particulier pour les EPI grand public. Quand je parle d'EPI grand public, c'est par exemple, est-ce que votre EPI, vous le vendez sur un site internet où tout le monde, où le grand public peut y accéder et peut l'acheter? Est-ce que vous vendez vos EPI en grande surface, en grande distribution? Si tel est le cas, soyez vigilants sur le marché français, notamment au travers de la loi AGEC, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Sachez que depuis le 1er janvier 2024, si votre chiffre annuel est au moins de 20 millions d'euros sur le marché français et que vous mettez au moins 10 000 unités par an sur le marché français, vous avez obligation d'accompagner la vente de votre produit d'une fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales. Cette fiche produit est obligatoire. Elle comporte un certain nombre d'informations et elle doit être dématérialisée sur votre site Internet, sur une page Internet. J'insiste bien sur cette fiche produit parce que dans cette fiche produit, parmi toutes les informations que vous devez faire figurer, il y a notamment les substances, on va dire les substances dangereuses. Et si vous avez des substances hautement préoccupantes, comme ce que je viens de vous parler tout à l'heure, vous devez les lister. Vous ne devez pas attendre qu'on vous questionne. Vous devez les identifier et vous devez ajouter une mention quand il y a une substance extrêmement préoccupante et nommer cette substance. De la même manière, la France a décidé éventuellement de rajouter à cette liste d'autres substances, des substances éventuellement identifiées dangereuses par l'ANSES. Et si votre produit contient également une substance identifiée dangereuse par l'ANSES, vous devez également faire figurer dans cette fiche produit une mention contient une substance dangereuse et nommer cette substance. Je reste dans l'innocuité. Toujours focus réglementaire. Cette fois-ci, je vais vous faire un petit paragraphe sur les PFAS, les PFAS, un sujet, on va dire, tendance. Donc, les PFAS sont des composés perfluorés alkylés ou polyfluoroalkylés. En fait, c'est ce qu'on appelle des produits chimiques éternels. On les appelle comme ça parce qu'ils sont extrêmement persistants dans notre environnement et dans notre corps. Ils peuvent entraîner des problèmes de santé tels que des lésions, des maladies thyroïdiennes, de l'obésité, des problèmes de fertilité, des cancers. Ils sont utilisés dans plein d'objets tout autour de nous. Ils sont utilisés pour leurs propriétés antiadhésives, dans les articles culinaires, pour leur résistance à la chaleur et pour les textiles plus particulièrement. Ils sont utilisés comme imperméabilisants. Les PFAS représentent une grande famille de plusieurs milliers de composés. Et donc aujourd'hui, à l'échelle internationale, certaines molécules, certains de ces PFAS, sont couverts en tant que polluants organiques persistants par une convention, la Convention de Stockholm, depuis 2001. Et donc, du coup, certains de ces PFAS, déjà au niveau international, sont plus ou moins réglementés. À l'échelle de l'Union européenne, les PFAS sont partiellement régulés également au travers de 2 règlements,
le règlement POP, pour les polluants organiques persistants, qui est en fait une transposition de cette convention de Stockholm, et également au travers du règlement REACH. Donc, il est important de suivre ces deux réglementations. Au niveau français, à l'échelle de la France, certains PFAS font également l'objet de normes au titre de réglementation sectorielle, notamment dans l'analyse des sols, de l'eau. Certaines activités industrielles sont encadrées. Et vous avez certainement entendu parler d'une proposition de loi portée par le député Nicolas Thierry. Cette proposition de loi française vise à interdire les PFAS dans les contenants alimentaires, les cosmétiques, les textiles d'habillement et les farbes de textile à partir du 1er juillet 2025. Et donc applicable également à tous les textiles, sauf quelques petites dérogations, à partir de 2030. Donc ce projet de loi a été voté en première lecture par l'Assemblée nationale au mois d'avril, le 4 avril, également validé avec quelques correctifs au Sénat le 30 mai. Néanmoins, depuis la dissolution de l'Assemblée nationale, les travaux sur cette proposition de loi sont interrompus. Donc, à surveiller tout de même. À ce stade, ils sont interrompus. Ils pourront éventuellement reprendre à la rentrée, après les congés d'été. Si maintenant, plus globalement, on regarde ce qui se passe au niveau européen concernant cette problématique des polluants éternels, ces PFAS, il faut savoir qu'aujourd'hui, via le règlement REACH, il y a un projet de restriction globale de tous les PFAS, puisque jusqu'à présent, certes, les interdictions portent sur certaines formulations, certaines formules de PFAS. L'Europe, aujourd'hui, souhaite interdire globalement tous les PFAS. Cette interdiction, cette restriction, elle est portée par 5 États membres, la Suède, la Norvège, le Danemark, les Pays-Bas et l'Allemagne. Et elle a été soumise à une consultation en 2023. Donc en 2023, la proposition de restriction a été donc postée sur Internet. Les industriels ont pu faire leurs commentaires, indiquer dans quel cas il y avait des substituts, dans quel cas il n'y avait pas de substituts. Et aujourd'hui, cette année, les chats examinent tous les commentaires reçus. Alors, quand je dis tous les commentaires reçus, il y en a à peu près, c'est des milliers et des milliers de commentaires, il y en a plus de 5000. Donc, il y a toute l'année 2024 pour analyser tous ces commentaires, secteur par secteur. En septembre 2024, les scientifiques, ceux qui sont responsables de cette analyse, analyseront les commentaires reçus pour le secteur textile. Le calendrier qui est proposé est le suivant. Compte tenu de la grosse quantité de commentaires reçus, compte tenu de tous les secteurs industriels concernés, la proposition de restriction, de règlement, devrait être proposée par la Commission européenne en 2026. C'est-à-dire que 2024, on analyse tout, on prépare la proposition courant 2025 et on la propose à la Commission européenne en 2026. Il est prévu du coup une publication en 2027 et donc suite à cette publication, en général, il y a une période transitoire, une transition de 18 mois qui fait que l'entrée en vigueur serait en 2029. Donc selon ce calendrier provisoire, le début des restrictions pour certains produits textiles démarrerait en 2029. Par exemple, on peut s'attendre à une interdiction de tous ces produits PFAS, traitement déperlant, par exemple pour les tenues intempéries. De possibles dérogations pour quelques EPI de catégorie 3 seraient envisagées. Donc attention, il ne faut pas penser que tous les EPI bénéficieront d'une dérogation dans le temps, au-delà des 18 mois proposés. Donc, certains EPI de catégorie 3 pourront bénéficier de cette dérogation un peu plus longue pour trouver des substituts quand il n'y en a pas. Autre point réglementaire pour les EPI,
Sachez que depuis le 1er juillet 2024, sur le marché français, est entré en vigueur le décret 2024-134 du 21 février 2024, qui concerne en fait les achats publics, les acheteurs publics. Ce décret annule et remplace un précédent décret qui datait de mars 2021. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est d'obliger un peu l'acheteur public à faire des achats plus vertueux. Donc il est fixé des objectifs d'achat annuels de biens issus du réemploi et de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées. Donc ce décret fixe un minimum de dépenses totales pour les vêtements, le linge de table, les articles textiles. Donc ce tableau doit bien sûr être lu quand vous voyez les pourcentages ici comme étant des pourcentages exprimés en montant annuel de la dépense consacrée à l'achat. C'est-à-dire que l'acheteur public aujourd'hui, pour les produits textiles, devra allouer dans son budget annuel 8% de produits issus du réemploi ou de la réutilisation. 8% du montant annuel devra être alloué à l'achat de produits intégrant des matières recyclées. Donc, il s'agit bien de pourcentage de montant annuel et pas de pourcentage de fibres recyclées intégrées dans les articles textiles, comme j'ai pu le voir parfois sur certaines publications. Donc, attention, il s'agit bien d'un pourcentage de montant annuel. Les OPI sont exclus de cette obligation. Néanmoins, il est important quand même de vous le signaler, puisque ça peut concerner d'autres articles textiles basiques, des t-shirts, des pantalons, pouvant être commandés par des administrations. Donc, si aujourd'hui vous avez des produits intégrant des matières recyclées ou issus du réemploi et de la réutilisation, vous pourrez les valoriser lors d'appels d'offres. Je vais terminer le volet réglementation en vous parlant du nouveau règlement éco-conception pour les produits durables qui a été publié la semaine dernière. Donc, le texte est désormais disponible. Il a été publié donc, le 28 juin 2024, disponible dans toutes les langues officielles de l'Union européenne sur le site Internet. Donc, ce nouveau règlement éco-conception est un règlement transversal. Et donc, il ne va pas s'appliquer dès sa publication, directement à sa publication. Il faudra attendre l'élaboration d'actes délégués pour le secteur textile. Donc, je vais vous expliquer. Je vais revenir sur ces actes délégués. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce nouveau règlement éco-conception vise à introduire maintenant des exigences d'éco-conception dans les produits. C'est-à-dire que quand vous allez concevoir des produits, il va falloir maintenant anticiper leur fin de vie, anticiper l'impact qu'ils ont sur l'environnement, sur l'utilisateur, afin d'améliorer la circularité et réduire les impacts environnementaux. Donc, ce règlement va fixer des exigences d'éco-conception qu'on devra appliquer. Le règlement va également fixer des exigences d'information des consommateurs, et notamment, c'est dans ce règlement qu'on introduit le fameux passeport numérique produit, DPP, qui va en fait porter certaines informations tout le long de la chaîne de valeur, des informations sur notamment la présence de substances dangereuses, les SVHC, les labels obtenus. Ce passeport va accompagner toute la vie du produit jusqu'au consommateur final. Dans ce règlement, il est également indiqué une interdiction de destruction des invendus articles textiles. Certains articles textiles, donc au niveau européen, il ne sera plus toléré de les détruire. La liste figure en annexe 7 de ce règlement européen. Pour information, en France, au travers de la loi AGEC, nous avons déjà cette interdiction pour les produits textiles destinés aux consommateurs, au grand public. Et enfin, ce règlement, il est important de noter que ce règlement prévoit la fixation d'exigences obligatoires pour les marchés publics écologiques. On s'est rendu compte que les marchés publics représentaient 14% du PIB de l'Union européenne et donc, du coup, les acheteurs publics devraient prévoir, prendre en considération toutes les problématiques environnementales dans leurs marchés publics. Cela permettra également de bénéficier d'effets de levier de la dépense publique pour stimuler justement
la demande de produits éco-conçus, de demande de produits plus performants et moins impactants sur l'environnement. Alors, comme je vous le disais, maintenant ce texte est publié et il va falloir s'atteler à la rédaction des actes délégués pour le secteur textile. C'est un petit peu, si vous voulez, comme le principe de la loi AGEC. Vous avez la loi AGEC et ensuite vous avez les décrets qui ont été publiés. Et bien, c'est pareil, vous avez à peu près pareil, le règlement éco-conception, et vous allez avoir des actes délégués qui vont être publiés, qui vont préciser notamment quelles sont les exigences d'éco-conception qu'on devra appliquer. Est-ce que ces exigences d'éco-conception s'appliqueront tout de suite à tous les articles textiles ou uniquement, par exemple, le casual, le grand public? Ou est-ce que le workwear va être concerné? Est-ce que les EPI vont être concernés? Tout ça sera défini dans les futurs actes délégués. Je vais passer à la deuxième partie de cette présentation. C'est la partie normalisation, puisque je sais que, comme je vous le disais en introduction, la réglementation va cadrer un petit peu la mise sur le marché de vos produits. Néanmoins, vous avez besoin d'outils pour tester, évaluer les performances de vos produits. Et donc, grâce à ça, les outils que vous allez utiliser, pardon, ce sont les normes. Alors, au niveau de la normalisation, je vous ai fait des extraits de normes, de nouvelles normes, les principales normes, les points clés en normalisation. Bien entendu, je n'aurai pas le temps de parcourir toutes les normes vêtements, gants de protection. J'ai fait ressortir les plus importantes. Alors, en termes de nouveautés, eh ben, enfin, la nouvelle norme 14 404 qui concerne les équipements de protection des genoux est publiée. Nouvelle version 2024 est enfin disponible. On l'attendait depuis un certain nombre d'années. Donc, cette norme est désormais découpée en plusieurs parties, en 6 parties. La première partie liste les méthodes d'essai. La deuxième partie va fixer les exigences pour les protections genoux en fait amovibles, portables sur le genou, comme j'ai mis en photo. Donc, c'est les protections genoux de type 1. La partie 3 va fixer les exigences en fait des vêtements, des pantalons ou des vêtements, des combinaisons associés à des plaques de protection amovibles. Donc, ce sont ce qu'on appelle des protections de genoux de type 2. Et nouveauté, donc nous avons la partie 4 qui va fixer les exigences de l'association de plaques de protection genou dites interopérables, pouvant intégrer un vêtement adapté aux plaques interopérables. Vous avez également la partie 5 et 6 que je ne vais pas détailler puisqu'elle ne concerne pas, elle ne concerne pas les vêtements. La partie 5 permet de caractériser les tapis pour genoux et ce ne sont pas des EPI. Et la partie 6 des systèmes d'agenouillement. Dans cette nouvelle version 2024 de la norme 14 404, les points importants que nous pouvons relever, je ne vais pas faire une présentation de toute la norme. Je vous invite à recontacter IFTH pour un appui technique ou une formation plus spécifique sur cette norme si vous voulez en savoir plus. Les points notables sont 4 niveaux de protection possibles au niveau de la perforation. Vous avez donc le niveau 0, le niveau 1, le niveau 1U et le niveau 2. On avait jusqu'à présent le niveau 1, le niveau 2. Le niveau 1U, c'est maintenant des tests qui sont faits pour un usage sur des surfaces irrégulières. En termes de nouveautés également, vous avez de nouveaux pictogrammes. Je vous ai mis un exemple, un pictogramme qui peut être utilisé si vous revendiquez la partie 3, la 14 404 partie 3. Donc, on voit le pantalon avec la plaque à côté. Et puis, là, on voit à côté le symbole risque mécanique avec le X. Et le X est remplacé par le niveau que vous aurez obtenu, niveau 1, niveau 1U ou le niveau 2. Dans la nouveauté de cette révision de normes, nous avons donc la partie 4 avec les plaques interopérables. Les plaques interopérables, c'est quoi? Ça va être un peu, si vous voulez, des plaques universelles qui pourront s'adapter à des pantalons pouvant recevoir des plaques en fait universelles interopérables. Donc, les plaques vont être, si vous choisissez cette option,
si vous choisissez de revendiquer la partie 4. Ce n'est pas obligatoire. Vous devrez donc utiliser des plaques de dimensions de longueur, largeur, rayon de courbure et épaisseur fixées par la norme. Et de la même manière, les pantalons, les poches-genoux devront être confectionnés pour recevoir ces plaques interopérables. Ce n'est pas une obligation. Si vous voulez rester sur des vêtements un peu plus ajustés, un peu plus fités pour, voilà, pour des effets de style et de design, avec des plaques un peu plus ajoutées qui ne répondraient pas à ces dimensions imposées, et bien du coup, vous restez sur la partie 3, comme elle l'était sur la précédente norme, à savoir des plaques de dimensions. Vous avez des dimensions minimum, mais vous pouvez aller au-delà de ces dimensions minimum. Autre point important, les vêtements de protection pour soudeurs. La norme 11611 est en cours de révision depuis des années également. Et un des points importants figurant dans cette révision est notamment l'ajout d'une nouvelle méthode d'essai pour évaluer la protection contre les rayonnements UV artificiels, puisque les rayonnements UV provoqués lors de certaines opérations de soudage peuvent provoquer des cancers de la peau. Donc cette nouvelle méthode d'essai a été ajoutée dans la révision de cette norme. Et donc la norme ISO 11611 est désormais disponible auprès de l'ISO. Néanmoins, cette norme, qui était donc à la fois EN ISO, au moment du vote final, a été refusée par le CEN. Et de ce fait, la version 2024, vous ne pourrez vous la procurer qu'au niveau de l'ISO et elle ne sera jamais publiée au journal officiel de l'Union européenne puisqu'elle a été refusée au niveau européen. Et donc, au niveau européen, si vous voulez appliquer l'EN ISO 11611, nous restons sur la version de 2015. Il n'y aura pas de version 2024. On reste sur la version 2015. Donc, attention à ne pas confondre la version ISO, purement ISO, qui ne sera pas publiée au journal officiel, et la version EN ISO, qui sera peut-être publiée au journal officiel lors de la prochaine, parution. Cette EN ISO est bien la version 2015. Concernant les vêtements de protection pour sapeurs-pompiers, au niveau des tenues d'intervention feu de structure, la norme 469 fait l'objet d'un amendement. Le vote final sera lancé cet été, enfin. Et donc, on attend la nouvelle norme amendée pour l'automne 2024. Au niveau des vêtements, nous avons également les cagoules sapeurs-pompiers qui sont couvertes par la norme 13911. Les travaux de révision de cette norme ont démarré. Et la première étape de révision, la première enquête, a été réalisée au mois de juin 2024. Alors, je ne sais plus si l'enquête est clôturée ou elle va se clôturer. Mais donc voilà, les travaux sont en cours. Si vous souhaitez participer, je vous laisse vous rapprocher de mes collègues du BNITH, le Bureau de normalisation des industries textiles habillement. Concernant les vêtements de protection chimique, on a toute une nouvelle série de normes ISO qui doivent remplacer les normes européennes actuelles. C'est toute la série des ISO 16602, découpée en plusieurs parties. Et ces plusieurs parties de normes ISO sont censées annuler et remplacer les normes 13034, 14605, enfin le type 6, le type 5, le type 4, le type 3, tout regroupé sous une norme EN ISO 16602. Néanmoins, les travaux ayant pris beaucoup de retard, il a été décidé de tout stopper, de tout annuler. On annule tout, on réinscrit au programme de travail ce projet et on redémarre, on repart à zéro. Pareil pour la protection contre les agents infectieux, les virus, les bactéries. La norme ISO 22615 qui doit remplacer la 14126 actuellement utilisée, pareil, a subi du retard. Donc on a décidé de tout annuler et on repart à zéro, on le réinscrit pour un redémarrage propre des travaux. Si on reste dans la protection chimique, petite parenthèse sur les vêtements de protection contre les pesticides.
Actuellement, vous avez la norme donc EN-ISO 27065 qui a été amendée. Elle est en cours de révision. Tout est parti fin 2022. L'INRS a fait une publication dans laquelle l'INRS préconise d'abandonner cette norme en raison de la faiblesse des niveaux de protection exigés et de compléter en fait les normes européennes existantes, harmonisées, existantes sur les vêtements de protection, en prenant mieux en compte l'usage des produits phytosanitaires. Donc la révision a été demandée et portée par la France. Ça démarre. Et en complément, sachez que l'INRS étudie actuellement en cours, pardon, les méthodes d'essai de perméation et de pénétration pour justifier, appuyer en fait la demande de révision. Et l'étude en cours sur ces méthodes d'essai se fait avec le soutien du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Je vais maintenant faire un petit focus sur les gants de protection. Au niveau des gants de protection, il existe une norme pour définir un petit peu ce qu'on appelle les exigences générales, à savoir comment indiquer les tailles, comment vérifier l'innocuité, voilà, certaines performances spécifiques à contrôler. Cette norme EN-ISO 21420 a été amendée. Et jusqu'à présent, cet amendement n'était disponible qu'au niveau de l'ISO. Et bien enfin, l'amendement sera disponible en EN-ISO 21420. La publication est attendue pour maintenant, là, cet été, juillet 2024. Donc vous allez pouvoir vous la procurer. Concernant la protection contre les risques mécaniques, la coupure, la déchirure, perforation, il a été décidé de réviser la norme actuelle EN 388 et de la réviser en EN-ISO 23388. Donc, les travaux de révision démarrent, avec l'ajout notamment de piqûres par des aiguilles hypodermiques. Donc, ça démarre. Donc, si vous êtes intéressé pour rejoindre les experts travaillant sur travaillant sur cette révision, pardon, je vous invite à contacter le BNITH. Concernant la protection des mains pour les coiffeurs, donc les gants de coiffeur, la norme EN 374 partie 6, eh bien, le vote final est attendu pour cet été. Donc pareil, cela fait longtemps qu'on travaille sur ce projet et donc normalement, on devrait avoir le vote final cet été pour du coup une publication deuxième semestre 2024. Toujours dans les gants de protection, au niveau de la protection chaleur et flamme, la 407 qui est utilisée pour caractériser des gants, aussi bien professionnels, mais également les maniques pour sortir les plats du four. Donc la EN 407 et son amendement 1, enfin ont été adoptés. On attend, il y avait des retards au niveau de la Commission européenne et on attend la publication pour cet été 2024 également. Concernant les gants de protection pour soudeurs, le N 12477, pardon, la révision est en cours et la publication est attendue pour cet automne, après les congés d'été. Et enfin, les gants de protection pour sapeurs-pompiers, donc les travaux de révision de la norme actuelle EN 659 ont déjà démarré depuis un certain temps, plusieurs années. Le principal changement, c'est qu'on aura désormais 3 types de gants pour les sapeurs-pompiers. Les gants pour attaquer les feux de structure, les gants pour les interventions de secours, de désincarcération par exemple, et puis les gants pour les feux de forêt. Le vote formel va être lancé et on peut s'attendre du coup à une finalisation de cette révision pour la fin d'année 2024. Donc voilà, on va dire un petit tour d'horizon des points clés, des points importants en termes sur les travaux de normalisation, aussi bien sur les vêtements et les gants de protection. Et pour terminer, je termine en vous indiquant, QFTH
vous invite à participer à l'élaboration des normes et pour cela, vous pouvez contacter mes collègues du BNITH, le Bureau de normalisation des industries textiles habillement. Si vous souhaitez tester vos matériaux constituant vos EPI ou plus globalement vos EPI, notre laboratoire est accrédité par le COFRAC 7025. Vous pouvez contacter notre service clientèle. Si vous souhaitez également certifier vos EPI, que ce soit pour usage professionnel ou grand public, nous sommes organismes notifiés européens, également accrédités par le COFRAC 17065. Je vous ai parlé également de l'innocuité, d'un outil pour valider l'innocuité des composants ou de vos EPI. Si vous êtes intéressé par la labellisation Ecotex standard 100, nous sommes le laboratoire référent français. Vous pouvez contacter là, également mes collègues du service Ecotex. Et enfin, si vous voulez en savoir plus par rapport à tout ce que je viens de vous dire, si vous voulez vous former plus globalement sur le règlement EPI ou faire une petite mise à jour sur une des nouvelles normes que je viens de parcourir, eh ben, nous sommes un organisme également de formation accrédité Calliope, mais nous pourrons également proposer ce qu'on appelle des appuis techniques, des petits points réglementaires, des formations en visio. Donc, des formations soit chez vous, avec toutes vos équipes, ou soit en visio, des points de 2 heures ou 4 heures sur des points précis en fonction de votre besoin et en fonction des produits que vous commercialisez. Voilà. Et voilà, pour le petit tour d'horizon. Et maintenant, Un timing parfait, juste le temps de prendre les quelques questions. Alors, la première question qui concerne les PFAS. À date, est-on obligé de demander à nos fournisseurs si leurs produits contiennent des PFAS, quel que soit le type de pays? alors, les PFAS ne sont pas interdits aujourd'hui. Certains sont interdits. Donc, vous devez effectivement vous assurer que vos fournisseurs ne vous fournissent pas, par exemple, des textiles traités avec des PFOA qui sont interdits depuis juillet 2023. Donc, les PFAS, c'est un ensemble de plus de 4000, on va dire, molécules, substances. Certains sont déjà interdits, mais ce que veut faire l'Europe, c'est plutôt que d'y aller molécule, substance par substance, c'est tout interdire d'un coup. Donc, aujourd'hui, euh, vous ne pouvez quoi, voilà, il n'est pas interdit d'avoir des traitements PFAS sur les EPI, sauf ceux qui sont d'ores et déjà interdits. Et ça, faut consulter le règlement POP et le règlement REACH. Par contre, effectivement, je pense que c'est intéressant déjà de les identifier dans vos produits. Et si vous avez une démarche un petit peu, on va dire, d'éco-conception, si vous d'ores et déjà vous voulez anticiper et supprimer ces PFAS, eh ben, réfléchissez, commencez à interroger vos fournisseurs. Sachez que les fournisseurs qui sont labellisés Ecotex Standard 100, c'est une garantie qu'ils ne contiennent pas de les PFAS d'ores et déjà interdits. Également ceux qui sont identifiés comme substances hautement préoccupantes. Et sachez qu'également aujourd'hui, au niveau de Cotex, vous avez la possibilité au niveau de Cotex Standard 100 d'avoir deux types de certificats. Le certificat, on va dire Cotex Standard 100 classique, pour lequel il y a en plus de la recherche des PFAS interdits, est ajoutée une mesure du fluor total pour éventuellement pour vérifier s'il y a du fluor sur le produit labellisé. Sachant que ces PFAS sont quand même utiles dans les EPI, puisque le traitement des perlants sont très utiles pour certaines applications, pour les sapeurs-pompiers, pour la protection chimique, où là, on n'a pas de substitut actuellement. Et ben, il existe un Ecotex standard 100 spécial EPI, où on peut encore retrouver les PFAS qui ne sont pas interdits. Voilà. Donc aujourd'hui, vous pouvez demander effectivement à vos fournisseurs, ça va être intéressant. Maintenant, ils peuvent vous répondre oui, ils ont le droit, puisqu'ils ne sont pas encore interdits. Alors, Monsieur Ecotex, Richard, vas-y. Dans le public aujourd'hui, voilà. Intervenir. Non, très, très brièvement, merci Carole, c'était juste par rapport à la thématique des PFAS. Donc, tout ce qu'a dit Carole est parfait. Simplement, dans la partie non EPI, l'utilisation des PFAS, l'utilisation intentionnelle est interdite. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de possibilité d'utiliser des PFAS, quels que soient les PFAS. Ce codex est allé un peu plus loin que la réglementation
est beaucoup plus restrictif. Par contre, comme l'a dit Carole, l'utilisation intentionnelle de PFAS est autorisée pour une utilisation EPI. Avec il faut respecter donc les limites des PFAS qui sont dans le cahier des charges du Codex Standard 100. Et en plus, vous êtes exonéré du test du fleur total qui lui est beaucoup plus discriminant puisqu'il il va prendre tous les PFAS bien évidemment et toutes les formes de PFAS, même celles qui ne sont pas encore aujourd'hui identifiées. Merci. Merci. Deuxième point, certains de nos fournisseurs nous indiquent que la loi AGEC n'est plus applicable pour les EPI. Est-ce vrai? Si c'est le cas, est-ce que c'est toute la loi qui est concernée ou juste certains articles de la loi? Alors, la loi AGEC s'applique sur les EPI destinés au grand public. Au grand public, hein. Tout à fait. Donc, par exemple, les EPI grand public, votre gilet de signalisation qu'on utilise dans les voitures, si vous l'achetez en grande surface, ce produit est concerné par la loi AGEC. Par contre, la tenue sapeur-pompier n'est pas concernée par la loi AGEC. La tenue EDF n'est pas concernée par la loi AGEC. On est en B2B. On n'est pas sur du grand public. Voilà. J'espère que ça répond à la question. Voilà, donc c'est pas une question de n'est plus applicable. Les EPI grand public, voilà, ont toujours été concernés et restent concernés. C'est les EPI en B2B aujourd'hui qui ne sont pas encore concernés. Ils ne sont pas concernés, peut-être qu'ils seront concernés, mais aujourd'hui les décrets ne les concernent pas. Voilà. On est parti plus loin, on est sur les poches genoux. Le positionnement de la poche genou doit-il obligatoirement être respecté selon la norme? Donc 60%, 40%, et si oui, nous avons fait le test et nous ne remplissons plus les exigences du test ergonomique. Alors là, c'est très compliqué, c'est très technique. Moi, je vous invite à me recontacter par email après le webinaire, puisque là, il y a beaucoup de choses qui devraient être éclaircies pour que je puisse vous répondre précisément. On met le contact. Quel délai avons-nous pour appliquer la nouvelle norme sur les genouillères? Alors, très bonne question. D'une manière générale, lorsqu'une norme EPI est révisée, vous n'avez pas obligation à mettre à jour tout de suite le lendemain toutes vos attestations. Voilà, c'est pas ça. Par contre, vous avez obligation de faire une étude d'impact sur cette nouvelle version de norme et de voir en quoi cette nouvelle version impacte les produits qui sont actuellement mis sur le marché. Si l'étude d'impact met en évidence des révisions majeures qui impactent la santé et la sécurité, là, par contre, il faut faire quelque chose très rapidement. Si les changements sont considérés comme mineurs et n'impactent pas la santé et la sécurité, vous pouvez mettre à jour progressivement vos attestations, soit lors d'une demande de complément, de révision, ou soit lorsque votre attestation arrive à échéance. Par contre, sachez qu'une norme publiée au journal officiel apporte présomption de conformité au règlement, et donc, effectivement, on a tendance à dire vous êtes beaucoup plus tranquille lorsque vous appliquez une norme qui est publiée au journal officiel. Actuellement, vous utilisez plein de normes qui ne sont pas publiées au journal officiel, donc ça ne vous empêche pas de commercialiser vos produits. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que les autorités de surveillance du marché utilisent les normes publiées au journal officiel pour faire leur contrôle. Donc, s'il y a une norme publiée au journal officiel qui est plus récente que celle que vous avez appliquée sur vos produits, sachez que l'autorité de surveillance du marché vous demandera pourquoi. Pourquoi vous n'avez pas appliqué la nouvelle norme? Alors, ça peut être parce que elle vient tout juste d'être publiée et j'ai pas eu le temps. Voilà, ou bien parce que ça ne se justifie pas, mais ce sera à vous de préparer l'argumentaire. C'est pour ça que je reviens sur ce que j'ai dit au tout début. Vous devez faire une étude d'impact dès la publication de la nouvelle version. C'est votre responsabilité. Voilà. Est-ce que les pictos associés aux nouvelles normes là, annoncées sont déjà sortis? Oui, puisque les pictogrammes sont dans les normes. Donc, dès lors que vous procurez la norme, vous aurez accès aux pictogrammes. Dans chaque norme, en général, c'est dans les derniers paragraphes de la norme, paragraphe 8, 9, on a les marquages et les pictogrammes applicables. Est-ce qu'il y a une évolution des interdictions ou des conditions de réparation des EPI et notamment des EPI de catégorie 3?
Alors, en France, voilà, la réparation et la location de pays de catégorie 3 est réglementée en France. Vous avez d'une part, je crois, de mémoire, dans le code du travail et le code sport et loisirs. C'est réglementé depuis des années et ça n'a pas changé. Vous avez des EP de catégorie 3, par exemple, quand on fait de l'acrobranche, les anti-chutes sont des EP de catégorie 3, néanmoins, ils sont autorisés à être mis en location. Donc, seuls les EPI autorisés dans ces textes sont listés dans ces textes sont autorisés en location. Les réparations aussi sont très encadrées. Donc, il faut vous référer au code du travail, au code du sport. Est-ce que Par les loisir. anciennes certifications, alors le terme, est-ce que les anciennes certifications sont toujours valables pour les protections de genoux jusqu'à quand? Oui, alors, une fois, voilà, vous devez faire votre étude d'impact et voir en Ah, quoi la nouvelle norme impacte les produits que vous avez déjà mis sur le marché. C'est quoi? C'est un protecteur amovible, c'est un type 1 ou un type 2, etc. Et à vous de voir si ça impacte la santé et la sécurité du porteur ou si c'est seulement on va dire des changements mineurs. Et là, vous avez le temps de mettre à jour votre attestation. dernière question du jour. Visiblement, comment se fait-il que les administrations demandent une conformité loi AGEC dans le cadre de leurs EPI, et cela pour leurs vêtements ou pour leurs gants? Alors, il n'y a pas de certificat de conformité loi AGEC, hein. La loi AGEC, c'est la loi Ah, anti-gaspillage pour une économie circulaire, où il y a c'est une loi qui ne s'applique pas qu'aux EPI, qui s'applique sur plein de choses, notamment la suppression des tickets de caisse, c'est la loi AGEC, hein. Donc, la loi AGEC, il y a pas de, voilà, vous n'allez pas avoir un certificat conformité loi AGEC. Simplement, la loi AGEC vous impose, par exemple, vous interdit de détruire vos invendus de pays en incinération, en enfouissement. Ça, c'est la loi AGEC. Vous avez notamment une information avec un pictogramme, le Triman, infoterie à faire figurer lorsque vous mettez votre produit sur le marché. Ça aussi, c'est la loi AGEC. Donc, en fait, oui, si vous mettez des EPI sur le marché destinés au grand public, voilà, si le grand public peut acheter vos produits via votre site internet ou s'ils sont vendus en grande distribution, eh ben, ils sont soumis au décret de la loi AGEC. Mais il n'y a pas de certificat. Voilà. Merci pour la réponse. ouais, dernier point. Donc, merci pour la réponse. Quant à la réparation des EPI, donc si je comprends bien, chaque pays européen peut décider d'écrire dans sa loi ou non. Effectivement, je pense que vous devez vérifier effectivement en fonction des EPI. Maintenant, alors c'est vrai que je dirais que les EPI pourront être réparés, loués. On va être de catégorie 3, on va être plus sur les harnais anti-chute, des appareils respiratoires pour la plongée sous-marine. On va être sur des EPI bien spécifiques. Sur du vêtement, je n'ai jamais vu de vêtements et de gants. EPI de catégorie 3, non. Il me semble pas. Ni en France, ni en Europe. Donc effectivement, oui, il peut y avoir parfois des applications particulières dans d'autres pays. Voilà, des textes de loi un peu plus restrictifs dans d'autres pays. Est-ce qu'il reste quelques questions? On a encore 1 ou 2 minutes. Alors moi, je vous ai mis le lien vers le règlement éco-conception en ligne. Par contre, a priori, il y a un bug cet après-midi sur le site parce qu'il n'y a Ah, aucun texte qui s'affiche. Et aucun. d'accord. Donc, je pense que c'est le site qui ne marche pas. Bon, Donc, pour dommage. mémoire, si vraiment vous voulez le consulter, on l'a en PDF, hein. Oui, Mais voilà, je pense que c'est simplement un bug du site lui-même. voilà, oui, tout Au à fait. début, voilà, Et je me suis puis, dit, mince, est-ce que c'est le texte qui a bougé, mais rien ne s'affiche, donc c'est bon. voilà, bah, c'est dommage parce qu'en plus, vous pouvez le télécharger dans toutes les langues officielles de l'Union européenne. Donc, voilà, il est disponible. Bon, Voilà. et ben, j'espère qu'ils vont réparer ça assez vite. Mais voilà, il est victime de son succès. Trop de Voilà, connexions. sans doute. Pas d'autres questions? Parce qu'on a un timing exceptionnellement
carré ce soir. Voilà. Parfait. Merci à vous pour vos beaucoup, questions. Carole. Nous, on va se retrouver à la rentrée, probablement le 5 septembre de mémoire, c'est le jeudi. Hein. Et, C'est vrai que c'est vrai qu'en ce moment, il y a pas mal de questions qui se posent. Donc, on fera peut-être un autre point à la rentrée. Qui sait. voilà. Après, voilà, a priori, il y avait quand même pas mal de choses qui allaient être publiées cet été, qui allaient sortir. On fera aussi peut-être des communications un peu ponctuelles sur les nouveaux textes. Voilà. Bon, on verra. On va suivre en fonction On va suivre, voilà. de tout ce qui change au niveau de l'Europe, au niveau de la France. Voilà. Super. Eh ben, écoutez, merci. Merci. Merci à tout le monde. N'hésitez pas à revenir vers nous par mail s'il y a besoin. Et puis sinon, un bel été, puis de belles vacances. Et on se retrouve à la rentrée. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Au revoir.